Bonjour Vivian Petit, merci de parler avec nous aujourd'hui après la conférence que vous êtes venu nous donner à Laval. C'était une conférence qu'on a sentie très impliquée et très approfondie aussi. Je crois que c'était tiré d'un livre, ou que vous avez donné cette conférence à partir d'un livre qui s'appelle Retour sur une saison à Gaza. Qui est sorti il y a maintenant quelques années, c'était en 2017, qui faisait suite à un séjour que j'avais fait à Gaza, qui durait approximativement une saison, 3 mois, 4 ans auparavant. J'y étais allé en 2013, c'était donc après ce qu'on a appelé les printemps arabes, comme je pense une partie des gens le savent, l'Égypte participe au blocus de Gaza, mais suite à la chute de Moubarak, au début des années 2010, il y avait eu pendant quelques temps une relative ouverture de la frontière. Et donc j'ai fait partie des quelques personnes qui avaient pu aller à Gaza en 2013. Et c'est en partie ça que je racontais dans ce livre qui était sorti en 2017. D'accord. Alors qu'est-ce qui en fait vous a... À quel titre vous êtes allé à Gaza à ce moment-là? J'avais été chargé de cours à l'université Al-Aqsa, qui comme toutes les universités de Gaza a été détruite ces derniers mois dans les bombardements israéliens. La bibliothèque a aussi été détruite par des soldats israéliens qui se sont filmés en train de brûler les livres. Donc j'avais enseigné là-bas. La question palestinienne, c'est quelque chose qui m'a suivi quand même assez tôt dans mes engagements. Oui. Je me rappelle mes premières manifs, c'était en 2006, c'était contre le CPE. Et donc le contrat de première embauche, qui était un contrat précaire prévu pour les jeunes. Et donc il y avait eu des très grandes manifs lycéennes, étudiantes pendant des mois, le projet n'avait pas pu être mis en place. Et c'était le début de la politisation. Et l'été suivant, en fait, Israël avait attaqué le Liban. Et les manifs contre la guerre au Liban avaient été moins fortes que les manifs contre le CPE, évidemment, mais on avait été un certain nombre, quand même, qui nous étions politisés les mois précédents, à enchaîner sur ces manifs-là et à continuer à nous politiser, à manifester. J'avais déjà entendu parler de la Palestine les années précédentes, au moment de la deuxième intifada. Je voyais ça de loin, j'étais adolescent, mais je voyais des gars à mon âge jeter des pierres contre des chars. Et aussi, mes premiers questionnements politiques à l'adolescence venaient via la question du racisme, du colonialisme. J'écoutais pas mal de rap, il y avait des références soit à l'histoire coloniale de la France, soit à la question palestinienne. Donc c'est quelque chose auquel j'ai été sensibilisé relativement tôt. Et quand j'ai été étudiant ensuite, j'étais membre d'un syndicat étudiant, Sud étudiant, qui s'appelle Solidaire étudiant aujourd'hui. Et en lien par exemple avec l'association France-Palestine Solidarité, on avait organisé un premier voyage à Jérusalem et en Cisjordanie en 2009 pour découvrir la situation sur place et en témoigner. Et ensuite, j'avais eu envie de retourner en Palestine. Et Gaza ayant été ouvert suite au printemps arabe, je m'étais dit que c'était un peu le moment ou jamais, quoi. Donc j'avais envoyé une sorte de candidature spontanée au département français de l'université Al-Aqsa, suite à l'ouverture de la frontière, qui m'avait dit en substance que je pouvais venir, qu'ils pouvaient m'accueillir, me permettre de rencontrer les étudiants, pourquoi pas animer des discussions, donner des cours de français, mais qu'ils n'avaient pas les moyens de me payer. Et donc en parallèle, j'étais notamment à l'UNAES, que j'écrivais quelques articles sur la situation à Gaza en français, notamment dans le journal municipal de la mairie de Gonfreville-Lorcher, à côté du Gard. D'accord. Donc vous êtes allé au Moyen-Orient, vous êtes retourné et à Gaza, vous êtes retourné à Gaza, donc vous avez été quand même saisi par ce que vous avez vécu là-bas. Qu'est-ce qui vous a saisi le plus? Vous évoquez l'image des enfants qui lançaient des pierres sur les chars. C'était la première intifada. La deuxième. Dans les années 2000. Et des images que je découvre à la télé quand j'ai une dizaine d'années. Mais bon, ça ne suffit pas, je pense, pour pouvoir affronter cette situation, le vécu là-bas. Qu'est-ce qui vous a le marqué personnellement quand vous avez été dans vos premiers et puis votre deuxième séjour? La manière dont la vie est étouffée et rendue difficile. Parce que quand on entend parler de la Palestine dans les médias occidentaux, on va soit
voir l'acmé des destructions, les bombardements, etc. Soit être face à des discours médiatiques, cherchant à nous trimballer en nous disant qu'il y aura peut-être une relance du processus de paix, des négociations, etc. C'est-à-dire la Palestine par en haut, avec parfois des discours visant presque à nous faire accepter la situation en disant non mais là la situation est impossible mais vous en faites pas, il y a un processus de paix, on va voir ça, etc. Et pendant ce temps-là, le siège de Gaza, la colonisation, l'occupation de la Cisjordanie continue. Et donc ce qui m'avait frappé c'était ça, quoi. C'était de constater qu'il y a des variations d'intensité mais qu'il y a un étouffement permanent de la vie. En Cisjordanie, le territoire est morcelé. Israël a toujours cherché à agrandir son territoire en détruisant des terres agricoles, en tuant les animaux des fermiers, en agressant les Palestiniens, souvent via les colons qui sont dans un certain nombre de villes ou de villages, des véritables milices armées. Puis l'armée israélienne met en place des checkpoints, donc morcelle le territoire, et des Palestiniens peuvent nous expliquer qu'ils n'ont pas vu leur cousine ou leur oncle qui habite pourtant à 10 km de là depuis des années ou des décennies, parce qu'il y a un checkpoint, parce qu'il y a le mur entre les deux. Et donc ce qui m'a frappé, ça a été ce morcellement du territoire, quoi, en Cisjordanie, notamment lors du premier voyage. Et lors du second voyage à Gaza, avant d'y aller, j'avais en tête l'image de Gaza sous les bombes, les destructions, etc. Quelque chose que je raconte souvent, c'est que j'espérais qu'il n'y ait pas trop de bombardements à l'époque où j'y suis allé, ce qui était une période quand même beaucoup plus calme que l'année et demie qu'on vient de vivre. Cependant, ce que je crois que j'avais sous-estimé, c'était ce que ça signifie vivre dans un endroit assiégé. Parce que Israël a géré différemment Gaza selon les époques. Par exemple, dans les années 70-80, Israël voulait coloniser et annexer Gaza. Ils avaient envoyé une partie des Israéliens vivre à Gaza. Et ces Israéliens-là, qui étaient des colons à Gaza, n'ont jamais été plus de 2% de la population, mais ils occupaient 40% des terres. Dans les années 70-80, Israël voulait gérer directement le port de Gaza, qui était un port commercial important. Ils avaient déposé le maire de Gaza et ils géraient directement la mairie. Et donc ça, c'était la vision de Gaza par Israël à une époque, dans les années 70-80. Mais petit à petit, de la fin des années 80 et encore plus à partir des années 2000, avec le blocus total de Gaza à partir de 2006, la stratégie a été différente. Ça a été l'idée d'assiéger Gaza, d'enfermer et d'isoler Gaza. Et ce qui m'a frappé, ça a été ça, l'organisation des pénuries. Le fait que absolument tout est compliqué, même dans une période que j'ai vécue il y a 10 ans, où c'était beaucoup plus calme, où Gaza n'avait pas été entièrement détruite, où il n'y avait pas des bombardements, ou alors très peu. Il y avait une organisation des pénuries, d'électricité, de gaz, certains types de nourriture ne rentraient pas, type le chocolat, sans qu'on sache exactement pourquoi. Et comme il y a une surpopulation à Gaza, c'est là qu'ont été parqués les réfugiés palestiniens expulsés du sud de la Palestine historique au moment de la création d'Israël, les gens sont enfermés. Donc c'est 2 millions de personnes sur 360 km². Donc faut voir ce que c'est, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rouler pendant plus d'une demi-heure, que les gens sont enfermés les uns sur les autres, avec énormément de chômage, avec énormément de pénurie, avec donc des files d'attente partout, les gens passent leur temps à attendre, passent leur temps à être stressés. Ce qui m'a frappé, c'était l'enfermement en fait. Et qu'est-ce que vous ressentiez, vous, dans cette atmosphère-là, pour vous ? Quelque chose de proche de l'angoisse ou du stress. Pas en permanence non plus, quoi, mais il y a des moments où, par exemple, je stressais à l'idée de sortir de l'endroit où j'habitais, alors que j'étais dans le centre-ville de Gaza, dans un endroit plutôt résidentiel, etc. J'étais pas le plus à plaindre. J'habitais à côté d'un grand parc, le parc du Soldat Inconnu, donc un endroit quand même relativement vert, si tant est que Gaza soit vraiment, qui était quand même un endroit très, très construit et en béton, quoi. Et donc pour dire, je ne vivais pas dans l'endroit le plus difficile de la bande de Gaza,
Et en même temps, je pouvais avoir une appréhension à l'idée de sortir, de me balader, enfin, tout semblait long, tout semblait compliqué. Par exemple, enfin, une journée, ça pouvait être, j'ai une coupure d'électricité chez moi. À l'époque, il n'y avait pas la 4G. C'était il y a une dizaine d'années. Donc je me dis, il faut que je consulte mes mails ou que j'aille travailler. Je vais dans un cybercafé en disant peut-être que dans tel quartier, il n'y a pas eu de coupure d'électricité. Ou peut-être qu'ils ont un générateur d'électricité. Générateur d'électricité, si jamais il n'y a pas une pénurie d'essence, attention. Donc je vais au cybercafé. Là, il y a une file d'attente devant, parce que c'est un endroit surpeuplé, parce qu'il y a des files d'attente partout. Donc je fais la queue. Quand c'est à moi, il y a de nouveau une coupure d'électricité. Je peux me dire, ah bon, bah faut que j'aille retirer de l'argent pour essayer d'aller à tel endroit ou pour aller faire mes courses, etc. Il y a de nouveau une file d'attente devant le distributeur. Parce que là, tout le monde est allé essayer de retirer, parce qu'apparemment, là, il y a des billets, alors qu'il n'y en avait pas les jours précédents. Donc j'attends pendant un moment. Bientôt à moi, il y a une coupure d'électricité aussi au distributeur. Enfin, tout est comme ça, quoi. Tout était long, compliqué, stressant. Et comme ça se voyait un peu à ma tronche que je suis pas palestinien, bah, les gens me demandaient souvent ce que je faisais là, souvent de manière assez positive, quoi, pour dire ah, tu t'intéresses à nous, quoi. T'es préoccupé par notre sort. Et en même temps, ils me posaient énormément de questions sur la vie en France. Ils me demandaient comment c'était dehors, quoi, ou dans le monde, quoi. C'est des expressions qui venaient quand même souvent. C'est-à-dire la peur d'être devenu des gens trop différents des autres à force d'avoir été enfermés, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me frappait, en fait. Et en même temps, alors pour tu décris là comme situation vraiment difficile à vivre, on imagine bien ce que ça pouvait être. On n'est que dans l'imaginaire. Et puis, à un moment, pendant la conférence, tu as parlé des Palestiniens en disant que c'était des gens qui étaient très résilients. Ouais. Tu parlais très positivement d'eux dans cette situation qui est quand même abominable quand tu le racontes. Hein. Tu peux préciser ça, revenir sur le... Ouais, c'est une situation qui est assez compliquée, quoi, mais c'est difficile de ne pas osciller entre des caricatures, quoi. Des moments, je me dis, il faut pas... À des moments, j'ai l'impression que dans certains discours, on va décrire les Palestiniens comme uniquement passifs et uniquement victimes, et je me dis c'est pas satisfaisant politiquement, et surtout ça correspond pas forcément à la réalité non plus. Parce que il y a une vie sociale qui peut continuer, il y a une organisation sociale, enfin là même mise en place sous les tentes par des professeurs qui voulaient pas que les enfants perdent une deuxième année scolaire. Il y avait des cours à distance qui continuaient, organisés par les universités. Il y a des choses qui sont très, très marginales, mais on a entendu parler de musiciens qui continuaient à faire le tour du camp de réfugiés où avaient été parqués les gens sous les tentes pour aller jouer de la musique aux enfants, etc. Donc il y a eu, semble-t-il, des gens qui ont essayé de continuer à faire exister la vie, quoi. Et de l'autre côté, faut éviter aussi la question, la caricature inverse, qui serait justement d'idéaliser une population, de sous-estimer les impacts psychologiques du siège qui a été vécu ces 20 dernières années et des massacres épisodiques qu'il y a eu assez fréquemment tous les 2-3 ans depuis 20 ans, et ce qui, semble-t-il, peut être catégorisé comme un génocide de ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, quoi. Et parce que un certain nombre de personnes qui sont à la Gaza, y compris dans des périodes plus calmes que cette dernière année, parlent aussi du stress, de ce que ça change évidemment des comportements, quoi. Le stress quotidien, l'angoisse, aussi une sorte de contrôle social généralisé, évidemment. On aime parler en Occident de la question des femmes, des libertés individuelles, etc. Dans les pays musulmans. On aime attribuer au Hamas, à Gaza, la surveillance des femmes, etc. Je pense que ça s'explique moins par la religion, par l'idéologie, que par l'organisation sociale. Si on part des réfugiés les uns sur les autres, sans grand chose à faire, avec la famille
structure sociale principale, il est évident qu'il y aura un contrôle et une surveillance assez forte, par exemple. Donc, la question... Quand on va en Palestine, on peut sentir évidemment une certaine hospitalité, une certaine bienveillance, etc. C'est souvent ce qui frappe les gens qui vont y rester quelques jours, par exemple. Et pour autant, il peut y avoir facilement aussi des formes de méfiance, de surveillance, etc. Comme très souvent dans les territoires occupés où les gens de fait se méfient, ont peur de la collaboration, ont peur d'être accusés de collaboration, voire ou simplement s'ennuient et regardent ce que font leurs voisins. Oui, là tu parles de la surveillance, donc de celui qui vient, qui serait surveillé par les Palestiniens eux-mêmes. Un peu. Qui peuvent parfois être du coup un petit peu méfiants de qu'est-ce qu'il vient faire. Il peut y avoir de ça je l'avais constaté quelques fois, ou d'autres personnes que je connais qui sont en Palestine à des moments, etc., qui justement n'étaient pas à suivre uniquement les tours organisés soit par des agences de voyage, soit même qui s'affranchissaient parfois ou de rester plus longtemps que pouvait le faire par exemple une délégation militante qui va y aller quelques jours ou quelques semaines, avoir un certain nombre de rendez-vous prévus, etc. Mais des personnes qui par exemple ont passé des semaines ou des mois à vivre avec les Palestiniens dans des camps de réfugiés, etc., peuvent à des moments évidemment de fait être suspectés, soit eux, soit que les Palestiniens qui les accueillent aient peur eux-mêmes d'être suspectés, d'être mal vus, etc., pour tout un tas de raisons. Soit la peur du renseignement, d'être accusé de fournir du renseignement, soit la peur aussi simplement sur des questions de mœurs, et où là, de fait, des structures sociales plutôt rigides, la prégnance du mariage, de la famille, de la peur des relations hors mariage, etc., par exemple, c'est quelque chose qui peut être assez présent et qui peut être tout à fait renforcé, encore une fois, par le fait que les gens vivent les uns sur les autres dans des camps de réfugiés, avec un taux de chômage énorme, donc avec quand même une attente assez importante, et donc être très souvent témoin de ce que font les voisins, et se mettre à parler de ce que font les voisins parce que ils ont parfois pas grand chose comme sujet de conversation ou de loisirs. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être assez important dans des moments d'attente, de stress, etc. Et ensuite la question de sorte de... ça j'en ai pas fait l'expérience, mais à lire ce que vivent des Gazaouis sur place ces derniers mois, il semble y avoir aussi une violence plus dans les rapports, plus présente qu'il y a 10 ou 15 ans, ce qui est assez logique. Parce que les conditions étaient plus extrêmes, encore plus extrêmes, et que ça a provoqué une violence interne. Des bagarres extrêmement importantes ou des lynchages qui partent du fait qu'une personne est passée devant l'autre dans la file d'attente lors d'une distribution alimentaire, etc. Les comportements des enfants qui, semble-t-il, ont changé. C'est Rami Abou Jamous, qui est un journaliste francophone à Gaza, qui publie ses chroniques dans Orient 21, qui a raconté qu'il avait vu quand même des enfants devenir de plus en plus stressés, de plus en plus violents dans les rapports entre eux, notamment dans les rapports avec les animaux, ce qui est pas étonnant. Et il faut voir comment ça va évoluer si le cessez-le-feu se maintient. On sait que très souvent les traumatismes remontent à la surface et que la décompensation se fait une fois que le moment de stress le plus aigu est passé. C'est ce que semble dire un certain nombre de psys qui ont travaillé sur la question des traumatismes, soit en temps de guerre, soit en temps d'épidémie, c'est-à-dire que pendant longtemps on enterre les gens les uns après les autres en se demandant si on va être le prochain. On ne fait pas le deuil, on gère l'urgence et la survie au quotidien, et ensuite quand la situation change, quand on réalise qu'on va survivre, déjà on peut ressentir une forme de culpabilité en disant pourquoi j'ai survécu et pas les autres. On doit gérer une situation présente et future, et essayer de faire des projets alors qu'on n'imaginait pas,
et on doit gérer le deuil et le traumatisme de la période précédente qu'on a vécue, alors qu'à aucun moment on a été dans un travail de deuil ou de parole ou de métabolisation de ce qu'on a vécu, parce que simplement on gérait l'urgence, la survie. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, il y a un gros point d'interrogation sur ce qui va pouvoir se passer pour cette population, même quand la paix sera venue. Ouais. Il faut voir ce qu'on appelle la paix, mais simplement... L'arrêt des combats, on va dire plus simplement. Tu as raison. Oui, si le cessez-le-feu se maintient, un certain nombre de questions continueront à se poser. Là, on a parlé de l'impact psychologique, ensuite il y a simplement toutes les questions matérielles. Israël a déclaré terroriste et interdit l'activité de l'UNRWA, donc l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Est-ce qu'elle va continuer à pouvoir opérer à Gaza? Est-ce que l'action humanitaire va pouvoir se faire en quantité, en nombre suffisant? Je ne suis pas très optimiste là-dessus. Et à moyen terme, est-ce que la reconstruction pourra s'effectuer? Est-ce qu'il y aura à moyen ou à long terme une souveraineté palestinienne? Il semble que Israël fait absolument tout pour s'employer à empêcher ça, depuis la création d'Israël et encore plus ces dernières années, avec soit un morcellement du territoire en Cisjordanie, soit à Gaza, une destruction systématique de toutes les infrastructures, tant militaires que civiles. Oui, la question se pose. D'accord. On a parlé tout à l'heure du côté implication personnelle dans tes séjours à Gaza. En même temps, pendant ta conférence, on sentait bien qu'il y avait une analyse extrêmement rigoureuse de la situation, et à différents niveaux, historiques, politiques ou économiques. Tu peux nous parler un petit peu de ta formation, de ce que tu as fait comme étude? J'ai essentiellement étudié la littérature. J'ai une double licence de lettres et d'histoire et un master de littérature française. J'ai fait un mémoire sur Arthur Rimbaud. Et oui, je m'intéresse aux questions historiques, politiques, philosophiques. C'est aussi parfois en marge de l'université, dans des collectifs plus politiques ou associatifs, que j'ai appris un certain nombre de choses, aussi par la lecture. Et voilà, j'ai quand même... Oui, ça me semble important de se satisfaire ni des récits médiatiques souvent relativement superficiels, sauf exception les médias type Orient 21 ou Le Monde diplomatique par exemple, la chaîne YouTube de Blast qui a fait un certain nombre de choses intéressantes sur la Palestine, mais c'est plus l'exception que la norme à l'échelle du paysage médiatique en France. Et il me semble aussi important de pas simplement avoir une pensée par slogan, ce qui peut être parfois un des défauts du militantisme, s'il n'est que du militantisme. C'est-à-dire si on se demande uniquement quel discours réciter, quel slogan donner, ce qu'il faut penser quasiment avant d'analyser les faits. Et il me semble que, par exemple, les milieux à la fois politiques et culturels gagnent quand ils s'enrichissent l'un l'autre. Quand le milieu culturel n'est pas uniquement dans une vision de l'esthétique pour l'esthétique, en mettant toutes les autres questions de côté, et rompt avec une dépendance totale au pouvoir politique, dans la course aux subventions, etc., ce qui parfois peut empêcher une politisation des milieux culturels, cette dépendance organisée évidemment par le pouvoir politique, et d'autre part
les milieux militants gagnent à ne pas être que militants, à ne pas avoir une vision, oui, je disais, soit qui se borne à des slogans ou une vision strictement idéologique des faits, etc. Je pense qu'on a un intérêt pour la littérature, par exemple, à peut-être créer chez moi une attention aux faits dans leurs détails.